En tant que passionné d'automobile, que tu sois un simple amateur ou un passionné à fond, ou même que tu sois pilote ou autre chose, t'as forcément un circuit préféré. Et si tu suis un peu le sport automobile, t'as sûrement entendu parler de circuits qui ont marqué l'histoire. On peut parler du circuit des 24 heures du Mans, on peut parler de Spa-Francorchamps, on peut parler de Monaco, de Daytona. Chaque circuit a son histoire, ses valeurs, et ses souvenirs. Aujourd'hui justement, dans cette vidéo, on va revenir sur 3 circuits que j'ai sélectionnés. Certains d'entre eux, ce sont des circuits de légende, et les 3 ont une histoire très particulière. On va revenir dessus. Bienvenue en tout cas dans cette nouvelle vidéo, et même si on va faire un petit bond en arrière, on va voir comment ces circuits continuent de vivre aujourd'hui. Le premier circuit dont je vais parler, il est connu sous un surnom, on l'appelle le Nürburgring français. Pour ceux qui connaissent pas le Nürburgring, c'est l'enfer. Le Nürburgring, c'est un circuit allemand extrêmement technique, avec beaucoup de virages, et quand on regarde le tracé, on comprend qu'il est de suite très technique. Et nous, on a la même chose en France. Je vous présente le circuit de Charade, qui a été construit en 1958 à travers 2 volcans, et qui longeait des départementales. Le circuit de Charade, il est technique, il a du dénivelé, il a des enchaînements à l'aveugle, c'est un circuit où chaque erreur se paye. Et ça, les pilotes vont très vite le comprendre. C'est un tracé de 8 km avec 52 virages, ça commence à faire beaucoup pour un circuit déjà, d'autant qu'avec des dénivelés et des virages à l'aveugle, tu n'as pas d'autre choix que de le connaître par cœur. À l'époque, c'était soit le mur, soit la paille, donc finalement, t'avais pas trop le choix. Par contre, malgré tout ça, le circuit va très vite être apprécié et être utilisé dans plusieurs catégories. Et c'est comme ça que le circuit de Charade va accueillir son premier Grand Prix de Formule 1 en 1961, et ça va être très vite suivi par les Grands Prix de moto, et surtout par les protos dans les années 70. Charade va connaître son apogée justement avec les prototypes que les équipes vont particulièrement apprécier pour mettre au point leur voiture. En fait, le fait d'avoir un circuit technique avec autant de dénivelé et tout, ça te donne un environnement où tu peux vraiment avoir de tout. Tu as des virages rapides, tu as des virages lents, tu peux tester ta voiture, tester tes réglages. Finalement, c'est un peu un Eldorado pour les ingénieurs de l'époque. Après, toutefois, le circuit n'est pas exempt de quelques défauts, par exemple la sécurité et les gravillons. Au fur et à mesure que les années passent, évidemment, les voitures évoluent, deviennent plus puissantes, plus rapides, et donc forcément, il y a un peu plus de risques. Donc le circuit doit s'adapter. En fait, déjà d'une part que le circuit a été construit en montagne et entre 2 volcans, ça rend la logistique un petit peu compliquée, que ce soit au niveau des paddocks ou que ce soit au niveau des tribunes. Charade va donc connaître un premier resurfaçage avec des travaux pour entamer de la modernisation, et il était temps parce que tout ça fait suite à des impacts de gravillons qui arrivaient sur les pilotes lorsqu'ils roulaient sur la piste, qui a valu un œil à un pilote. Vous le connaissez peut-être, c'est Helmut Marko, qui était pilote de course à l'époque, et c'est comme ça qu'il a perdu un œil et qu'il a mis fin à sa carrière en Formule 1. Personnellement, pour avoir été sur le circuit, déjà en tant que passager, c'est terrifiant. Bon, on va juste parler du premier virage déjà. Vous le verrez sur l'onboard que je vais mettre juste après. On arrive donc sur cette ligne droite, et en fait, au bout de cette ligne droite, on se dit, ça va freiner. Non, on passe littéralement à quelques centimètres du mur, et ça c'était juste le premier virage, la moitié du circuit est à peu près comme ça. Mais pour le coup, c'est vrai que le décor est magnifique, le cadre est vraiment beau. Personnellement, moi j'ai adoré quand j'y étais, simplement parce que ce sont des malades quand tu te rends compte en fait quand ils roulent dessus. Et il y a même Stirling Moss, la légende Mercedes, qui a dit que le circuit était magnifique. Et pour ceux qui se demandent si le circuit est encore actif aujourd'hui, la réponse est oui, le circuit est utilisé, comme je l'ai dit, en compétition et en journée de circuit, et le circuit a même droit à son propre événement. Depuis 2022, le circuit a droit à son Charade Super Show, qui est un événement historique qui réunit plusieurs plateaux. Il y avait plusieurs plateaux historiques, notamment le plateau Peugeot Sport, auquel on avait pris part avec Léo. On avait emmené sa petite 208, et c'était génial, c'est incroyable. Il y avait de ses invités, il y avait du Harry Vatanen. J'ai l'affiche qui est derrière du Charade Super Show. Il y avait qui ? Il y avait Harry Vatanen, Gérard Larousse, Franck Montagny. Il avait ramené une Formule 1 avec AGS, c'était incroyable. Je vous mentais pas quand je vous disais que le mur est proche. Vous regardez sur l'affiche, la voiture elle est là, il y a un mur juste au-dessus. C'est pas pour faire beau, c'est vraiment le mur il est à côté là, c'est pas... Le circuit continue donc de vivre à travers cet événement, et à travers d'autres journées circuits évidemment, et ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose qui se préserve. L'affluence est un peu plus forte chaque année, le fait de faire découvrir une icône à une génération plus jeune, c'est une transmission, c'est une passation. Aujourd'hui, si vous voulez aller à Charade, allez-y, il y a des journées circuit, et il y a le Charade Super Show 2026 qui a lieu au mois de juin. Donc pour résumer, Charade, c'est un bel icône du sport automobile français. C'est un circuit qui vit toujours aujourd'hui, comme les 2 autres que je vais vous présenter, mais de façon un petit peu différente. Peut-être que les amateurs de photos d'entre vous le connaissent peut-être que ceux qui sont purement passionnés, vous le connaissez déjà. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous parler du circuit de Reims-Gueux. C'est peut-être l'un des circuits les plus anciens de France,
puisqu'elle a été construite en 1926. Le circuit, initialement, c'est simple, c'était des départementales, des routes ouvertes, avec un stand au milieu, avec des paddocks. En fait, le circuit a la particularité d'être très rapide et a été utilisé dans plusieurs catégories, dont la Formule 1, la moto et aussi la Coupe Gordini avec les Erwin Gordini. Et ce que je viens de vous citer, ça fait la forme du circuit, ça fait un triangle. Et en fait, le circuit était particulièrement connu pour avoir des vitesses de pointe et une vitesse moyenne très élevée, comme par exemple 150 km/h de vitesse de moyenne pour de la Formule 1. On est en 1950, je vous rappelle. Vu que d'année en année, les voitures vont de plus en plus vite et il faut assurer une sécurité, comme je l'ai dit pour Charade, on va apporter certaines modifications. C'est pour ça qu'il sera décidé d'entamer des travaux en 1951 pour refaire le circuit et le moderniser. On va donc venir raser ce qu'il y a sur le chemin pour installer tout ça. Et à partir de ça, on pourrait se dire que le circuit est devenu un petit peu plus lent, qu'il est plus sécuritaire. Le circuit fait désormais 8 km et est devenu beaucoup plus rapide. Il y a eu pas mal de faits historiques sur le circuit, notamment en vitesse de pointe, mais aussi il y a eu la victoire de Brabham sur sa propre voiture, et ça c'est la première fois que ça arrivait en Formule 1, et ça datait d'avant McLaren. Toutefois, l'histoire va pas durer longtemps pour le circuit de Reims. En fait, le circuit va être criblé de dettes. Le dernier Grand Prix de Formule 1 aura lieu en 66, le dernier Grand Prix moto aura eu lieu en 69, et le circuit va définitivement fermer en 1972. Toutefois, les paddocks qui servaient de stand autrefois sont toujours présents, et c'est maintenu par des associations aujourd'hui. C'est pour ça que si vous passez par l'une de ces départementales, vous allez toujours voir ces paddocks qui sont entretenus, et ça fait un excellent lieu, spot, photo, tout ce que vous voulez. Je trouve ça incroyable en fait de voir un vestige, parce que là on peut vraiment parler de vestige du sport automobile français, et qui est un patrimoine historique aujourd'hui. Et je pense que ce circuit de Reims-Gueux, c'est bien la preuve qu'on a une icône du passé, qui continue de vivre à sa façon aujourd'hui, et qui subsiste toujours. Le dernier circuit que je vais vous présenter, peut-être que certains d'entre vous le connaissent un petit peu moins, j'ai fait mes recherches dessus et l'histoire est assez intéressante. Pour ce circuit, on arrive en Nouvelle-Aquitaine dans la Creuse. C'est un circuit qui a une certaine particularité puisqu'il n'est pas vraiment connu pour son histoire en compétition. C'est un circuit familial qui a été construit au sein d'un domaine. C'est incroyablement stylé. Ça va être un collectionneur français, monsieur Pierre Bardinon, qui va construire ce circuit en 1963. Pour ceux qui ne connaissent pas monsieur Pierre Bardinon, c'est probablement l'un des plus grands collectionneurs ou un des collectionneurs les plus importants de Ferrari. C'est un grand monsieur qui était passionné par la marque, il avait des protos, il avait des voitures que tu ne voyais pas forcément ailleurs. Bardinon disait qu'il il mettait son argent dans sa passion. C'est comme tout le monde qui met son argent dans la passion. Si toi t'aimes l'équitation, tu vas mettre de l'argent dans l'équitation, bah lui c'était les voitures. Il a fait son circuit. Monsieur Bardinon, félicitations, vous avez fait le rêve de 95% des hommes qui aiment l'automobile. Et pareil, c'est un circuit à sa propre sauce. Il va faire un circuit technique, il va faire un circuit qui a des dénivelés aussi, le tout dans un décor incroyable, et il va s'entraîner 40 à 50 heures par semaine sur le circuit. Il va donc tourner avec des amis à lui, et petit à petit, il y a des clubs qui vont s'intéresser pour venir sur circuit. Ça va commencer par le club Ferrari, le club Alfa Romeo, il y a le club Bugatti qui se joindra après. Ça va pas intéresser que des clubs, ça va aussi intéresser des professionnels. Henri Pescarolo, ça va être l'un des premiers à s'intéresser au circuit, de par sa technicité, et qui va venir s'entraîner régulièrement. Ça va être aussi le cas de Jackie X, qui est une légende aussi de la Formule 1. C'est comme ça que petit à petit, le circuit va se mettre à vivre, et il y a des clubs qui vont venir, qui vont faire des journées circuit. Quelque part, c'est plus qu'un rêve, je pense, pour monsieur Bardinon. C'est-à-dire que toi, t'es passionné déjà de Ferrari, et tu vois des clubs, tu vois des professionnels venir s'entraîner sur ton circuit chez toi. Il y aurait même des dires que j'ai vu pendant que je faisais mes recherches. Un journaliste aurait posé la question à monsieur Enzo Ferrari, mais pourquoi vous n'avez pas de musée? C'était dans les années 60. Ce à quoi Enzo Ferrari lui-même répondra que si vous voulez voir un musée Ferrari, vous allez sur le circuit du Mas du Clos. Ça va continuer pendant quelques années, mais ça va pas forcément durer. Le circuit va fermer une première fois en 2010, et malheureusement Pierre Bardinon décédera en 2012. C'est après que le circuit va être maintenu par son fils, Patrick Bardinon, et à côté ouvrira un musée dédié à la collection de monsieur Pierre Bardinon avec ses Ferrari, et c'est son petit-fils Alexandre Bardinon, qui est également pilote de course, qui va reprendre le flambeau et qui va décider en 2021-2022 d'entamer des travaux et de réouvrir le circuit au public. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site du circuit du Mas du Clos et réserver une session pour une journée track day. J'ai regardé, il y a des sessions pour 2026. Donc ceux qui veulent prendre leur voiture et faire une journée sur un circuit exceptionnel avec une histoire de fou, allez-y, c'est open bar. On va apprendre que par cette réouverture, on va d'abord avoir des journées circuit, et peut-être plus tard,
des compétitions ou d'autres projets à venir. En tout cas, moi j'ai très hâte de suivre ça et ça pourrait être fantastique. C'est un peu comme un héritage familial qui finalement continue de vivre à travers le temps et c'est un moyen de relier le passé au présent et ça je trouve ça incroyable, surtout que c'est resté dans la même famille. D'ailleurs cette année on va beaucoup reparler de circuits historiques et modernes en 2026 et ça j'ai très hâte de vous présenter les prochains projets. Et en fait de façon plus importante j'ai envie de dire que les circuits aujourd'hui c'est des lieux de rassemblement, c'est des lieux qui lient, c'est des lieux de culture, c'est des lieux de transmission et c'est des lieux qui refusent de disparaître. Et ça, tout ça, ça va dépendre de ce que nous, on va décider d'en faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à suivre tous les projets. Il va y en avoir et franchement, je serais très content de très vite vous les présenter. Et notez-vous les journées circuits parce que peut-être qu'on va se croiser là-bas et ça me ferait extrêmement plaisir.